Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 10e épisode de Discutons Écologie. Salut Geoffrey. Bonjour tout le monde, bonjour Alix. Ça me fait plaisir de te retrouver. Ce soir, on va aborder un thème particulier qu'on n'a pas abordé jusqu'ici, le thème des déchets. Et pourtant, c'est un thème qui nous concerne tous. Entrons désormais dans le vif du sujet. On accueille ce soir Marc Jubot-Bregler. Marc, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue parmi nous. On va aborder ce soir ensemble le thème des déchets. Vous avez été, si je me trompe pas, président du syndicat mixte de traitement des déchets de la ville de Pau. Et c'est c'est avec cette casquette que vous venez nous parler des déchets ce soir. Tout à fait. Alors c'était même plus large que la ville de Pau. Hein. C'était l'ensemble du Béarn, donc environ 280 000 habitants. D'accord, ça fait vraiment du monde à gérer. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais vous occupiez aussi bien de la partie collecte que de la partie traitement et retraitement. Est-ce que les syndicats mixtes gèrent toute la chaîne ou c'est divisé ? Alors il se trouve que le syndicat mixte de traitement des déchets du Béarn ne gère que la partie traitement, mais comme j'étais aussi vice-président de la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées, eh bien en fait je gérais aussi l'autre partie avec mon autre casquette, c'est-à-dire la partie collecte. Quand on dit collecte, hein, c'est à la fois les bennes à ordures qui passent devant chez vous, mais c'est aussi les déchetteries, c'est aussi les points d'apport volontaires, donc c'est l'ensemble de la collecte. Donc j'avais les deux, j'avais et la collecte et le traitement des déchets, sachant qu'en France, les structures font l'un ou l'autre, ou les deux, ça dépend. D'accord. Bon, on va en parler tout à l'heure, mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui a vu les deux facettes du sujet, qui a vu l'autre côté du rideau également. Ce qu'on va peut-être faire, c'est commencer par présenter rapidement le sommaire. On va commencer par présenter notre invité, expliquer un petit peu d'où il vient et puis aller un petit peu plus en profondeur, parce que je crois que la présidence du syndicat n'a pas été sa seule casquette, et il en a eu d'autres. Ensuite, on va parler un petit peu des déchets dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'un déchet ? Quel type de déchets existe ? On va parler ensuite des différents acteurs de la filière déchets également. Et ensuite, les différents modes pour le traitement ou le retraitement, bien sûr, de ces déchets. On pense très souvent à ce qu'on voit, hein, donc la poubelle jaune, le recyclage ou le compost. Mais il y a également d'autres modes de traitement de ces déchets, comme l'enfouissement, l'incinération, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. C'est ce qu'on verra ensemble ce soir. Alors, Marc, vous avez été, donc comme je le disais tout à l'heure, président du syndicat mixte, mais je crois que vous avez également une autre casquette, et c'est en tant qu'enseignant en biologie et géologie que Samir, notre streamer, que je remercie d'ailleurs pour avoir préparé le live de ce soir. Un grand merci à lui parce qu'il a fait un boulot de dingue. Mais c'est grâce à lui, en fait, qu'on a été mis en contact. Donc, vous avez également la casquette d'enseignant, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, c'est mon métier, hein. Je suis scientifique de formation et mon métier c'est enseignant. J'ai commencé à enseigner la biologie en SVT, en collège et en lycée, puis je suis passé en classe prépa et à l'université. Donc la politique et puis le traitement des déchets, c'est venu après. Et en effet, mon autre casquette, c'est directeur de la collection Spiralaire, mais d'autres collections aussi aux éditions Nathan, où je fais de la vulgarisation scientifique. Ça va être passionnant tout ça. Est-ce que le thème des déchets est abordé dans le cours de SVT comme on l'a connu au collège, au lycée ou même plus tard dans les classes prépa ou en université ? Alors, oui, en université, on aborde le thème des déchets, puisqu'il y a des formations comme le CPES, le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, où il y a une formation sur le développement durable et où on parle de déchets. D'ailleurs, le thème cette année du premier semestre en CPES était sur les déchets. Donc à l'université, on est très sensible à la problématique déchets. Et puis la problématique déchets, elle est traitée aussi en sixième. Sur des problématiques d'environnement global, mais aussi sur l'autre partie des déchets qu'on n'abordera pas ce soir, qui est la partie associée à l'eau et par exemple aux perturbateurs endocriniens.
qui est aujourd'hui très à la mode. Et voilà, c'est une autre partie des déchets qui est abordée, mais en effet, les déchets sont abordés dans le programme de sixième, et entre autres, par exemple, comment est-ce qu'on trie la poubelle de tri avec voilà, des procédés ultra modernes de tri optique, par exemple. Donc tout ça, c'est abordé dans le programme de sixième sur les écosystèmes et l'environnement. D'accord. Bah, je suis ravi de l'apprendre, hein. C'est vrai que c'est en prenant les personnes le plus jeunes possible qu'on fait évoluer les mentalités. Donc c'est bien que ce soit au programme. C'est une super chose. Je vous propose d'attaquer directement dans le vif du sujet et de parler des déchets. Alors, un Français en moyenne produit à peu près 350 kilos de déchets, hein. C'est vraiment une grosse moyenne. Mais dans les déchets, il y a différents types de déchets et différentes filières également pour retraiter ces déchets. On a bien sûr tous les déchets recyclables, hein, la poubelle jaune, la poubelle verte, ça dépend un petit peu de l'endroit où vous vous trouvez, mais c'est quelque chose qui est maintenant communément admis, alors qu'il y a 10-15 ans en arrière, le recyclage était une filière seulement naissante. Donc je vais peut-être commencer par une première question. Quelle a été l'évolution? Est-ce qu'aujourd'hui on a su prendre ce virage du recyclage correctement en France? Est-ce qu'on Vous savez nous dire à peu près sur je sais pas, une poubelle, un conteneur complet qu'on va mettre au recyclage, quelle partie est réellement recyclée et va se retrouver dans des nouveaux objets plus tard? Alors, dans la partie recyclage, aujourd'hui, tout est recyclé. Donc tout ce qu'on met dans la poubelle jaune ou en effet ouverte, tout est recyclé. Et il y a un véritable modèle économique qui est construit derrière. Le modèle économique étant en partie financé justement par le petit logo que vous avez là, le triangle vert avec les trois flèches. Ça veut dire que l'industriel verse une participation au recyclage du déchet. Alors d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup de gens confondent ce logo qui certifie que l'industriel a versé une part pour le recyclage. Ça ne veut pas forcément dire que l'objet est recyclable. C'est un peu le paradoxe. Alors jusqu'à il y a 2-3 ans, il y avait beaucoup de choses qu'on ne recyclait pas. Il y a eu ce qu'on appelle l'élargissement des consignes de tri. Et aujourd'hui, on arrive à peu près à tout recycler. Alors il y a encore quelques exceptions, hein. Il y a des choses qu'on met dans la poubelle du recyclable qui ne sont pas forcément toujours recyclées. C'est les films plastiques. Parce que là, il y a quelques problèmes. Mais en fait, le choix a été fait politiquement de dire voilà, ces films plastiques, on va les mettre dans le recyclable parce que à plus ou moins long terme, on va réussir à le recycler en poubelle jaune ou verte ou dans vos sacs jaune ou verte, jaune ou vert. Et voilà, et il y a un tri. Et donc, à la fin de ces centres de tri, on a vraiment des containers qui partent avec que de l'aluminium, que du papier, que du carton et les différents types de plastique parce qu'en fait, il y a 5 ou 6 types de plastique qui vont être triés et différenciés en fonction de leurs propriétés physico-chimiques. Donc le tri de ces différents plastiques se fait donc dans ces fameux centres de tri. Les techniciens qui sont sur place sont formés pour reconnaître et trier les différents plastiques. Ça se passe comment? Alors, il y a deux types de centres de tri en fait. Il y a des centres de tri très classiques où ce sont des personnes hein, qui trient à la main les déchets sur des tapis. Enfin, les déchets passent devant eux sur des tapis roulants. Ils trient à la main, donc voilà, ce sont des emplois pénibles. Alors, ce sont des emplois pénibles mais non qualifiés. Donc là aussi, c'est une dimension du développement durable parce que faut jamais oublier que le développement durable, ça crée des emplois et que là, il y a des emplois non qualifiés qui sont aussi importants pour, voilà, pour la solidarité au niveau d'un territoire. Et moi, quand j'étais président de syndicat mixte de traitement des déchets, eh bien, ce sont des emplois rudes, mais ce sont des emplois qui permettent aussi de réintégrer dans la société des gens qui ont besoin de se réintégrer, qui sortent de prison, et on oublie souvent cette dimension sociale dans le développement durable, parce qu'il faut que chacun trouve sa place. Et il faut aussi que il reste des emplois non qualifiés. Et voilà, là il y a des emplois non qualifiés.
Sinon, il y a du traitement automatique avec des systèmes de reconnaissance optique. Ces systèmes de reconnaissance optique permettent, en fonction de la lumière qui est réfléchie par un déchet, de savoir si c'est un polyéthylène, si c'est un polychlorure. Voilà, donc ça fonctionne très très bien, ces centres de tri. Évidemment, là aussi, ça fonctionne d'autant mieux si le tri est bien fait au départ. Oui. Donc il est très important de faire attention à ce qu'on met dans la poubelle de tri sélectif, et en particulier quand on sait qu'au bout du compte, il y a des gens qui trient à la main. Et donc, évidemment, les seringues, les produits coupants, voilà, faut faire très attention parce que c'est une vraie problématique. Et la transition est parfaite, puisque, tout ce qui est, seringues, produits coupants, il existe apparemment une autre filière pour tous ces déchets, dits dangereux, les produits chimiques par exemple, ce genre de choses, également les encombrants. Ceux-là sont récupérés, si je me trompe pas, dans les déchetteries, c'est bien ça? Alors, ça dépend. Alors pour les déchets de soins, les seringues, et cetera, c'est ce qu'on appelle les dasseries. Donc ça, c'est récupéré en pharmacie normalement. Et puis, les déchets dangereux, alors là, les déchets dangereux, normalement, si ce sont des déchets dangereux, des particuliers, il y a des containers spéciaux dans les déchetteries. Donc D'accord. les déchets dangereux, ça peut être des bonbonnes de gaz, des produits chimiques. Donc voilà, ça c'est une partie des déchets dangereux, mais c'est généralement très bien traité dans les déchetteries. Et puis il y a les encombrants. Donc les encombrants, euh, Je crois qu'on vous a perdu, je Oui. sais pas si c'est de notre côté? Ouais. Non, c'est bon, on a perdu l'invité. On a perdu notre invité. Un petit problème de connexion, hein, les joies du direct. Bah écoutez, on s'excuse, on va meubler un petit peu en attendant qu'il revienne. Je pense que c'est un petit Il y a Valentin, la para 667, qui a dit c'est quoi le SMICVAL? Le SMICVAL, en fait, c'est la première semaine d'intégration du CPES. On a visité la déchetterie du SMICVAL. Et c'est une déchetterie qui est un peu assez spéciale, puisque elle a un mode différent d'action pour le traitement des déchets. Et elle se trouve où, cette déchetterie, À Libourne. Samir? À Libourne. D'accord, donc pas très très loin de Bordeaux, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est pas très loin. C'est pas une déchetterie coopérative? C'est ça, ouais. J'ai cru lire ça, ouais. D'accord. Et donc vous avez eu la chance d'aller visiter cette déchetterie. Quelle technique, enfin, est-ce que tu as des souvenirs? Est-ce qu'il y a eu des techniques particulières qui t'avaient marqué dans le cadre du tri et du recyclage de ces déchets? C'était fait à la main. Comme tu as D'accord. dit, c'est des emplois qui sont très durs, mais qui sont peu qualifiés. Il y avait une partie qui était fait à la main, puis après, bien sûr, partie... Là, on me signale que j'ai un écho, donc j'ai envie de régler ça, mais alors je vais terminer ce que je veux dire. En fait, il y a la partie faite à la main, puis aussi la partie machine, et aussi il y avait un endroit où on pouvait récupérer les déchets. Enfin, c'était pas des déchets en fait. Eux, ils disent qu'ils veulent pas trop qualifier ça de déchets, parce qu'il y avait une partie de revalorisation des choses que déposaient les gens. Comme moi, j'avais récupéré un livre de recettes. Ouais, des comment ça s'appelle? Des ressourceries? Ressourcerie, ouais. Ou recyclerie. C'est ça. Alors je vais juste poser la question à notre invité, savoir s'il a eu un petit problème de connexion. J'essaye de voir avec lui si ça se rétablit. En tout cas, on s'excuse pour la gêne occasionnée. Ah. Si vous avez des questions, parce que je crois voir qu'il y a un petit peu de monde ce soir sur Twitch, donc ça fait déjà très plaisir et merci à vous d'être présents. N'hésitez pas à poser vos questions. On va les noter pour que Marc. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous a retrouvé, super. Voilà. Est-ce qu'il y a encore de l'écho?
Non, enfin, nous, on l'entend pas en tout cas. Nous, on n'a pas d'écho. J'ai baissé un petit peu mon son de mon Non. côté. Sur Donc, le chat, il y en a encore, ils disent. Non, c'est acceptable, Samir. bon, bah, Je c'est pense que parfait. c'était une attaque des grands lobbies du déchet. C'est ça. C'est ça, C'est sûr. c'est ça. On dérange. Ce soir, on dérange. Bah écoutez, on parlait des déchets dangereux et des déchets encombrants dans le cadre des déchetteries. On a également abordé pendant votre absence là le fait qu'il y avait également des ressourceries pour les objets qui étaient encore valables pour du réemploi plutôt que du recyclage. Mais vous avez dit un mot tout à l'heure qui m'a fait tilt, Marc, c'est que vous parliez des déchets dangereux du particulier. Et c'est vrai qu'on a tous en tête le déchet ce qu'on va jeter dans notre poubelle personnelle, mais je pense qu'une grande partie des déchets doit venir aussi du monde professionnel. Et dans ce cas-là, est-ce que les filières sont les mêmes? Est-ce que les règles, les taxes, les prix sont les mêmes? Qu'est-ce qui change entre un particulier et un professionnel? Alors, il y a une très grande différence, c'est que les collectivités locales n'ont pas à gérer les déchets des professionnels. Donc en fait, les professionnels s'adressent à des filières gérées par des professionnels. Donc en France, hein, il y a 3 grands groupes. Il y a Veolia, il y a Suez Environnement et il y a Paprec. Et ces 3 grands groupes vont gérer ces déchets. Voilà. Les prix sont pas les mêmes parce que il y a pas de subvention sur le traitement des déchets dans ces filières, hein. Là, c'est vraiment le principe du pollueur-payeur. Donc là-dessus, c'est très très bien organisé. C'est-à-dire que, à part quelques filières où il y a des essais de déroger à la règle, en règle générale, les grandes filières, par exemple la chimie, la restauration, ce sont des filières qui sont maintenant très très bien organisées parce que la restauration produit des grandes quantités de biodéchets. Et les filières professionnelles sont très très bien organisées et aujourd'hui on est vraiment sur le principe du pollueur-payeur. La dernière filière où ça patine des fois un petit peu, c'est la filière du bâtiment et des travaux publics. Ouais, on pense bien que les artisans n'ont pas les mêmes normes et ne s'imposent pas les mêmes règles qu'un grand groupe. C'est-à-dire que c'est aussi, enfin c'est compliqué aussi sur le territoire, c'est-à-dire que euh, si ça dépend des politiques en fait. Si vous êtes un territoire qui considère que l'activité industrielle, ça fait partie de votre territoire, vous allez autoriser l'accès de vos déchetteries aux professionnels, mais ils vont voilà, payer. Voilà. Et il y a des territoires qui considèrent que non, les déchetteries, c'est uniquement pour les particuliers, c'est pas pour les professionnels. Donc ça dépend aussi beaucoup de la politique des territoires. D'accord, d'accord. Et bah, comment ça se fait qu'il y ait une telle disparité dans les différents types de syndicats? Certains gèrent la collecte, certains ne la gèrent pas, certains voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de disparités dans les modes de gestion même de ces syndicats. Est-ce que c'est historique? Est-ce que vous savez pourquoi ça s'est construit de cette manière? Alors oui, c'est tout à fait historique, hein. Faut pas oublier que la poubelle, le terme poubelle vient du préfet poubelle, qui était préfet de Paris et qui est le premier à obliger les Parisiens à avoir une filière de traitement des déchets. Et donc, la loi prévoit que le maire et le niveau municipal et le niveau à la fois de collecte et traitement des déchets. Donc, c'est une politique locale. Très clairement, c'est une politique locale. Évidemment, on voit bien que un territoire urbain ne va pas avoir la même politique qu'un territoire rural. Et puis, petit à petit, avec la décentralisation, on est passé à une régulation départementale. Donc, il y a un plan départemental déchets. Et parmi les perspectives, là, le gouvernement a indiqué qu'il était probable qu'on allait passer vers une régulation régionale pour optimiser un peu les structures de traitement. Donc, aujourd'hui,
beaucoup de communes en fait se sont regroupées pour le traitement parce qu'on ne peut pas avoir un incinérateur par commune et un site d'enfouissement par commune. Donc c'est généralement les communautés de communes, ce qu'on appelle les EPCI, hein, les établissements publics de coopération intercommunale, qui gèrent ces problématiques. Donc moi, en effet, j'étais président d'un syndicat mixte de traitement des déchets qui regroupait une cinquantaine de communes, voilà, qui s'étaient structurées pour traiter leurs déchets. Et donc, évidemment, sur le territoire national, il y a des très grandes disparités parce que, suivant que vous êtes un territoire urbain, rural ou semi-rural, vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques en fait. Et les déchets, c'est aussi un problème de place, de disponibilité de terrain. Donc c'est ce qui fait que, historiquement parlant, il y a des vraies différences sur le territoire. Et puis, il y a aussi des différences par rapport au climat, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la même facilité à faire un centre d'enfouissement technique, ce qu'avant on appelait une décharge, et à faire un incinérateur. Voilà. Ce qui paraît logique, ce qui paraît effectivement logique. Ok. Donc ceci explique les grandes disparités. Et puis c'est vrai qu'avec la disparition de l'échelon départemental, ça me semble logique aujourd'hui que ça appartienne, enfin que ce soit redélégué aux régions. On va aborder maintenant le thème des déchets verts ou des biodéchets, des déchets pas pour tout le monde. Enfin, je pense. Hein. Donc aujourd'hui, il y a pour les régions rurales, hein, il y a un bon sens paysan qui fait que normalement tout à chacun avait son tas de fumier, son tas de compost au fond du jardin. En ville, on commence à voir depuis quelques années, je sais qu'à Besançon, ça fait bien une dizaine d'années maintenant, qu'on a des centres et des endroits où on peut collecter les déchets verts, les déchets biodégradables. Il y a une collecte qui est assurée par la ville. Je serais bien d'ailleurs curieux de savoir comment sont valorisés ces déchets. Est-ce que toi, Geoffrey, en tant que maraîcher, tu as l'opportunité d'aller acheter du compost fait par la ville ou pas? Il y a plusieurs réseaux. Alors déjà maintenant, il y a beaucoup de compost au pied d'immeubles. Ouais. Donc ça, c'est les gens qui récupèrent pour eux. Alors il y a les déchets, on va dire type épluchure, etc. Donc ça, je connais pas bien la filière. Par contre, là, il y a des déchets que je récupère maintenant, qui sont toutes les tailles d'arbres, etc., que les gens amènent en déchetterie. D'accord. La déchetterie de Besançon les broie et me donne à des paysans, moi et d'autres, des quantités astronomiques de broyat de déchetterie. Et c'est donné? Ça, c'est donné, livré. D'accord. Donc c'est totalement gratuit. C'est même plus que gratuit vu que c'est livré. Donc autant dire que nous, pour le maraîchage, c'est quand même un apport de fertilité énorme. Une matière carbonée, comme on a pu le voir dans... Ouais. Alors la règle, normalement, la plupart des paysans doivent le composter avant de l'épandre. Et moi, sur Besançon, on fait des tests justement à ce que je le mette directement sur le sol, sans le composter avant, pour que ça composte en fait directement sur le sol. D'accord. Donc c'est de la matière organique qui est présente quand même en grosse quantité, hein, et qui revient au sol. Donc c'est assez, c'est vraiment bien fait. Ouais. De plus en plus, il y a de plus en plus de zones où ça devient payant. Moi, c'est gratuit. J'ai beaucoup de collègues maraîchers où ça devient payant de plus en plus, parce qu'on est de plus en plus nombreux, agriculteurs et surtout les maraîchers, à se battre pour cette matière organique, à vouloir récupérer cette matière organique, parce qu'il faut voir que c'est de l'amendement, c'est de la fertilité absolument gratuite, alors que sinon, il faudrait mettre de l'engrais, et l'engrais, c'est cher. Ça coûte cher, et puis en plus, là, on sait ce que c'est. C'est moins écolo peut-être de l'engrais ou des engrais chimiques, des choses comme ça. On sait ce que c'est quand même tout et rien. Hein. Donc il y a beaucoup de déchets plastiques, la taille de haie, etc. D'accord. On peut avoir n'importe quel végétaux, que ce soit du sapin ou autre. C'est quand même un gros fourre-tout, mais ça reste de la matière organique. Et nous, ce qu'on dit, en tout cas dans le réseau de maraîchage où je suis, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise matière organique. La mauvaise, c'est celle qui coûte cher. Et tant qu'elle est pas chère, elle est bonne. Elle est bonne. Donc donc voilà, ça c'est une filière que je connais bien maintenant parce que c'est en train de se dispatcher partout. Ouais. La filière, on va dire un peu plus ménagère, des épluchures, etc. Je sais pas ce qu'ils en font. J'imagine qu'ils le compostent et qu'ils le revendent après, mais peut-être que vous saurez mieux que moi, je pense.
Ouais. Marc, du côté de Pau, est-ce que c'était pareil? Est-ce que ces déchets ou ces matières organiques étaient redistribuées ensuite aux agriculteurs locaux? Alors oui, tout à fait. Alors, parmi les choses, la chose dont je suis le plus fier, en fait, de la période où j'étais élu, c'est d'avoir fondé une association de collectivités qui s'appelle le réseau Compost Plus, qui existe toujours aujourd'hui, qui est même très actif. Ce réseau Compost Plus regroupe toutes les collectivités qui font du compostage, à la fois de déchets verts et de biodéchets. Alors compostage, mais avec une certification pour l'agriculture biologique et une certification dont le réseau Compost Plus a aidé à établir les normes au niveau européen. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est parti de 4 syndicats, un à côté de Montpellier, à Espira. C'est parti de la ville de Lorient, c'est parti de Libourne, donc le SMICVAL, et c'est parti de Pau. Alors pourquoi cette histoire? Tout bonnement parce que il y a une dizaine d'années, il est apparu un procédé de traitement des déchets ménagers qui s'appelait le tri mécano-biologique, ce qu'on appelle le TMB, où là, on faisait du compost à partir des ordures ménagères non triées. Et il y a eu au départ une petite guerre parce qu'il n'y avait pas de normalisation du compost. Et inutile de vous dire que faire du compost à partir d'ordures ménagères non triées, faire du compost à partir de biodéchets, le résultat final n'était pas tout à fait le même. Et donc, nous nous sommes battus pour qu'il y ait des normes sur le compost à partir de biodéchets. Et ces normes ont été adoptées par l'Union européenne et aujourd'hui par la France. Et on ne fait plus aujourd'hui de compost à partir de traitements mécano-biologiques. Voilà, donc ça a été une victoire. Et donc sur Pau, on a des plateformes de compostage. Donc sur ces plateformes de compostage, on mélange les déchets verts, puisque Pau est une ville très verte, beaucoup de végétation, et les biodéchets collectés séparément, en porte-à-porte. On a des collectes de biodéchets. Et donc avec ça, on fait du compost. C'est la même chose pour le SMICVAL. Et ça marche très très bien. Faut savoir que en Europe, il y a des pays qui sont vraiment à l'avant-garde. Alors souvent, on parle des poubelles de Naples un peu pour se moquer. Mais à Milan, par exemple, ce sont les champions européens du compostage et de la qualité du compost. Ils font des composts vraiment extraordinaires. Et au Pays Basque, ils sont très très bons aussi. Donc ça marche très très bien. Et sinon, l'autre chose qu'on faisait à Pau, mais je vois que ça se fait aussi à Besançon, c'est qu'on amenait en effet du déchet vert. On appelle ça du compostage à la ferme. Et on amenait du déchet vert chez les agriculteurs pour qu'ils fassent une partie. Donc ils récupèrent en effet la matière organique, mais ils font aussi une partie du boulot. Parce que finalement, on n'a pas à faire ce processus de compostage. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. Donc c'était très intéressant ce traitement des biodéchets. Et il faut savoir que les biodéchets, c'est très lourd. En fait, les épluchures, tout ça, ça contient beaucoup d'eau, c'est très lourd. Et tout ce qu'on peut retirer des déchets ménagers, c'est-à-dire la poubelle grise, c'est vraiment fondamental. Alors c'est à la fois fondamental pour payer moins, parce que le coût du compostage est nettement moins élevé que l'incinération ou l'enfouissement. Puis surtout, comme l'a dit notre ami maraîcher, c'est du retour de la matière organique au sol. Il ne faut pas oublier que c'est une des priorités de l'Europe. En 50 ans, nos sols ont perdu 50% de leur matière organique. Donc c'est une vraie problématique. Il ne faut pas oublier que la matière organique dans le sol, c'est ça, entre autres, qui permet d'aérer le sol et de retenir l'eau. Quand on sait qu'on va avoir des problèmes de sécheresse, les biodéchets et le compost, ça devient une priorité. C'est un thème qu'on a abordé plusieurs fois dans Discutons écologie. Je vous invite à regarder le premier, le deuxième, et puis l'épisode sur la permaculture, effectivement. Et en plus de ça, pour compléter ce que vous nous avez dit, Marc, c'est également du carbone. Donc c'est de la matière carbonée, même s'il y a une partie qui va... Alors ça dépend justement, ce carbone. Ouais. Ça dépend si on le composte, si on fait un gros andin et qu'on le laisse se composter, le carbone aura quand même tendance à s'évacuer dans l'air, en fait, dans l'atmosphère. Ouais. Par contre, si on le compose directement sur le sol, si on l'épand sur le sol,
Là, on va pouvoir stocker effectivement beaucoup plus de matière organique, augmenter le taux de matière organique et stocker du carbone. Encore plus. C'est ça la petite nuance où moi, Besançon le faisait pour que les agriculteurs compostent. Et où moi, j'ai demandé à pouvoir le mettre sur le sol. Donc, on est en phase de test avec ça, D'ailleurs, justement ici. ça me fait penser, il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, je ferai des recherches et puis je vous remettrai ça sur le Discord demain ou après-demain quand j'aurai trouvé l'info, mais il me semble que Besançon est aussi une ville pilote pour la méthanisation et qu'une partie de ces déchets rejoignent une filière de méthanisation. Mais je veux pas dire de bêtises, j'irai vérifier tout ça. Il y a une question dans le chat Ouais. de Valentin Para 667 qui concerne la récupération des boues déshydratés des stations d'épuration. Que peut-on en penser pour l'agriculture? Est-ce bon ou mauvais? Alors la question s'adressait à Marc ou à Geoffrey? Donc, plutôt à Marc parce que j'y connais rien. Alors je peux répondre parce que je n'avais pas que les déchets ménagers, hein. J'avais aussi les stations d'épuration. Il se trouve qu'à Pau, on a une politique assez particulière, mais c'est un héritage du passé, où à Pau, les boues de stations d'épuration ne sont pas épandus, mais sont incinérés. Et le problème des boues de stations d'épuration, c'est en fait le contrôle de ce qui se trouve dans ces boues. Parce que voilà, le problème des eaux d'épuration, c'est que généralement, on peut y trouver de la matière organique, ça c'est normal, mais on peut aussi trouver des métaux lourds, tout un tas de substances qui ne sont pas biodégradées par les stations d'épuration. Et là, il y a un vrai questionnement. Il y a un vrai questionnement sur les boues de stations d'épuration. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas tellement de possibilités, hein. Soit on fait de l'épandage, soit on déshydrate de manière très importante et on incinère. Alors, il ne faut jamais oublier que quand on incinère, on brûle la matière organique, mais qu'à la fin, il reste quelque chose, hein. Il reste ce qu'on appelle des cendres et des réfiums. Voilà. Et alors ça, après, ce sont des déchets dangereux qu'on stocke, qu'on essaie de recycler. Alors, il y a aujourd'hui des solutions agronomiques, hein, pour récupérer, par exemple, les terres rares, les métaux lourds. Mais c'est vrai que l'épandage des boues de stations d'épuration, il y a une vraie question là-dessus. C'est véritablement une question. Si c'est bien contrôlé, bon, pourquoi pas? C'est-à-dire si en effet ce n'est que ce qui vient des toilettes, après tout, voilà, c'est essentiellement de la matière organique. Malheureusement, c'est pas toujours ça. Et on voit bien que dans les réseaux d'égouts, se déverse dans les réseaux d'égouts tout, c'est-à-dire aussi bien les industriels, voilà. Donc là, il y a un vrai questionnement. Alors l'autre point, hein, c'est qu'il y a aussi les pluviales. Et les pluviales, je vous rappelle que quand vous stationnez sur le parking d'un supermarché, il pleut, votre pot catalytique perd des ions, perd des métaux. Et là aussi, il y a un vrai questionnement. Donc c'est vrai que sur les stations d'épuration et les boues de stations d'épuration, c'est une vraie problématique. Et est-ce qu'aujourd'hui, on les enfuit? On arrive justement au dernier type de déchets, les déchets qu'on appellera ménagers, les déchets on ne peut plus classiques, ceux qu'on va payer souvent au poids lors de la collecte par le camion poubelle. Ces déchets-là, alors je crois qu'ils sont déjà retriés, mais ensuite, c'est ces déchets-là qui sont principalement ou enfouis ou incinérés, c'est bien ça? Alors, pour les stations d'épuration aujourd'hui, hein, on doit en être à 10% incinérés, 90% en épandage, hein. D'accord. Donc voilà, parce que l'épandage, ça coûte rien. Ouais. L'incinération, c'est très cher. Surtout que vous incinérez, ça a un coût parce qu'il faut brûler. Mais ensuite, vous produisez des déchets dangereux qu'il faut aussi traiter. Donc, il n'y a pas beaucoup de collectivités qui incinèrent leurs bouts de stations d'épuration. Mais c'est très intéressant parce qu'au bout du compte, on voit bien quels sont les territoires qui vont favoriser telle ou telle stratégie. Quand vous êtes sur un territoire comme Pau, Pau, on est entouré de vignes, c'est vignoble de Jurançon. Appellation d'origine contrôlée, il y a des cahiers des charges.
Et donc, au bout du compte, l'épandage, il n'est pas facile. Donc, il y a aussi des stratégies de territoire. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a des territoires qui misent plus sur l'environnement que d'autres. Et voilà, ça dépend aussi. Alors évidemment, ça a un coût, hein. Il faut que vos électeurs soient prêts à payer un peu plus. D'accord. Parce que l'épandage, le risque de l'épandage, alors moi je vois l'intérêt, je pense que c'est au niveau de l'azote, il doit avoir un gros intérêt, mais c'est une accumulation des métaux lourds dans le sol, c'est des médicaments qui restent. Enfin, on a des infos là-dessus. Est-ce qu'avec le temps ça se règle ou est-ce que ça s'accumule dans les sols où c'est épandu? Non, c'est la problématique, de l'accumulation des ions, hein. Donc c'est Mhm. l'accumulation, oui, des métaux lourds. C'est essentiellement cette problématique. Les perturbateurs endocriniens, finalement, au bout d'un moment, ça finit par disparaître. Non, c'est l'accumulation d'un certain nombre de métaux. C'est vraiment ça la problématique. Sachant qu'il y a certains végétaux qui, en plus, ont tendance à accumuler certains métaux, comme le nickel, le cadmium. Voilà, donc c'est une vraie problématique. Et est-ce qu'on pourrait pas, parce que il me semble que la technologie permet de trier ces différents ions, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer, là je me tourne peut-être un peu plus vers Geoffrey, un tri par la plante, en gros, faire retraiter ces matières par les plantes et je sais pas, couper les plantes, brûler les plantes et aller récupérer uniquement le nickel par exemple parce que le nickel est absorbé par l'ortie. C'est peut-être une aberration ce que j'ai dit, je sais pas. Franchement, je sais pas. Dans tous les cas, si une plante accumule des métaux, de toute façon, ils vont pas disparaître, ils sont dans la plante. Ouais. Donc il faut soit mettre la plante ailleurs. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'il y a tout. Là depuis tout à l'heure, on discute. Il y a aussi un volet qu'on a assez peu abordé, mais il y a le volet énergétique. Ouais. Où techniquement, moi je sais qu'on peut quasiment tout recycler, mais il faut voir le coût énergétique de chaque chose, quoi. Et il y a ce deuxième volet-là, je pense qu'on l'abordera peut-être plus tard sur le recyclage, qui est hyper technique. Enfin, qui est hyper technique et il peut avoir des limites aussi. L'énergie, ça a un coût, il faut la produire, et qui fait qu'il y a peut-être des choses qu'on aura du mal, même si on a la technologie, qu'on aura du mal à recycler, parce qu'au niveau énergétique, c'est un gouffre. Et aujourd'hui, je parle là pour les métaux, c'est souvent beaucoup plus simple d'extraire des métaux du sous-sol que de recycler des métaux. Alors ça dépend lesquels, etc. Mais et ça, c'est lié vachement à l'énergie quand même, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard après. On y reviendra effectivement tout à l'heure, d'autant que je crois qu'il y a une perte de qualité lors du recyclage aussi, et on fait pas les mêmes choses lors du premier cycle de vie que lors du deuxième, etc., etc. Mais effectivement, l'INRAE travaille là-dessus, hein. L'INRAE travaille sur des plantes qui concentrent les terres rares, parce que vous savez qu'on a une petite problématique sur les terres rares. Ouais. Et en fait, c'est comme toujours, plus que la problématique de l'énergie, c'est la problématique du coût. C'est-à-dire si on est sur des métaux qui sont extrêmement chers, même si vous avez un végétal qui concentre ce métal à 0,001%, à la fin, une fois que vous brûlez le végétal et que vous collectez les cendres, dans les cendres, vous avez une très bonne concentration. Et si le métal qui vous intéresse coûte cher, ça devient rentable. Et donc là, par exemple, je sais que sur les terres rares, l'INRAE est en train de travailler sur des plantes qui concentrent un certain nombre de substances et ça marche très très bien. Le problème, c'est qu'il faut de la place parce qu'il faut faire du lagunage. Donc il faut que, c'est généralement des végétaux aquatiques ou semi-aquatiques ou de zones humides. Et si vous voulez que ça marche, il faut des zones humides, il faut du lagunage, il faut de la surface. Oui, et puis des zones humides qui seraient polluées, puisqu'on irait épandre ces métaux lourds. Alors bien sûr, ils seraient filtrés par la suite, mais je veux dire, il y aurait quand même la faune qui serait impactée dans ces lagunes, quoi. Oui, alors en Chine, ils commencent à travailler là-dessus, hein. Donc, ils recyclent des rizières pour faire justement du traitement comme ça. C'est assez intéressant. D'accord. Je creuserai le sujet. Si je trouve des articles, je vous les mettrai effectivement sur Discord également pour ceux qui sont curieux et qui veulent aller un petit peu plus loin. Je vous propose de revenir un petit peu à la... Sur le chat, il y avait une question de Antoine Flore 34 qui demande si c'est possible de redéfinir les perturbateurs endocriniens.
Alors oui, un perturbateur. Alors le système endocrinien, c'est vos hormones. Donc c'est androgène, testostérone, voilà, c'est vos hormones, c'est l'insuline, c'est le glucagon, c'est toutes les hormones qui coordonnent vos organes. Et un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui a une forme semblable à une hormone. Et quand vous êtes en présence de cette molécule, bah, c'est un petit peu comme un leurre. Et du coup, votre système hormonal se dérègle parce qu'il y a une substance qui ressemble à une hormone. Et donc le système des hormones, c'est ce qu'on appelle le système endocrinien, donc un perturbateur endocrinien. C'est une molécule qui va dérégler votre système hormonal. Ouais, Et ces molécules, il y en a plein dans l'industrie. Et voilà. Et donc ces perturbateurs endocriniens, ce sont des vrais problèmes. Pourquoi? Parce que dans la définition d'une hormone, c'est une substance qui agit à très très faible dose. Et donc bien souvent, ces perturbateurs endocriniens, on n'arrive même pas à les détecter de manière chimique. C'est-à-dire, pour détecter une substance, on fait ce qu'on appelle un dosage. Il y en a tellement peu dans le milieu qu'on ne les détecte pas. Et pourtant, ces quantités très faibles suffisent à dérégler votre système hormonal. Voilà. Donc ça peut avoir des conséquences. Donc c'est très bien documenté, hein. C'est les Canadiens qui se sont aperçus que dans les grands lacs canadiens, bah, les poissons devenaient tous femelles. Pourquoi? Bah, parce qu'il y avait une accumulation des substances associées à la pilule contraceptive. Parce que les hormones de synthèse qui existent dans les pilules contraceptives, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes hormones que celles qui sont fabriquées naturellement. Et en fait, tous les poissons des grands lacs canadiens devenaient femelles à cause de ces perturbateurs endocriniens. Donc ça a une influence sur, voilà, sur la régulation de votre organisme, et donc ça peut avoir des conséquences alors chez l'adulte, mais ça a aussi beaucoup de conséquences dans le développement embryonnaire et chez l'enfant. ouais, bah, tous les gens après qui consomment ce poisson, il y a beaucoup de problématiques de puberté qui sont très précoces chez les nouvelles générations. Et on se demande aussi si ça ne viendrait pas de ces fameux perturbateurs endocriniens, non? Alors oui, oui, bah, c'est assez bien documenté, hein. On a des questions sur les substances comme le bisphénol, donc des perturbateurs endocriniens qui peuvent perturber le développement embryonnaire, et puis en effet qui peuvent perturber la puberté, ça c'est vrai. Ok. Ok. Bah, encore une fois, hein, si vous avez des questions, on pourra y revenir après. On a une session de questions-réponses à la fin de cet épisode. Pour en revenir un petit peu au cœur du débat et aux déchets chez nous, la filière est organisée de telle sorte, c'est-à-dire qu'il va y avoir des collecteurs dans un premier temps qui sont là, c'est le camion poubelle, hein, qu'on connaît tous, qui sont là pour venir ramasser les déchets. Donc il y a des collecteurs pour les déchets recyclables, des collecteurs pour les déchets ménagers. Tous ces déchets sont emmenés ensuite dans un centre de tri. Alors, est-ce qu'il existe différents centres de tri en fonction de la poubelle qui va être récupérée, ou c'est le même centre de tri qui fait tout le boulot? Non, ce qui est trié, c'est le recyclable. Uniquement le Euh, recyclable. Le reste, oui. les déchets ménagers classiques ne sont pas retriés pour Et non, sortir éventuellement des c'est déchets bien pour recyclage ça qui auraient que été jetés dedans? non, il faut bien réfléchir au départ où on jette, parce que Ouais, par définition, ce qu'on appelle la poubelle grise, elle, n'est pas triée. Donc d'accord. elle ira directement soit à l'enfouissement, soit à l'incinération. Donc le geste de tri est fondamental. Si on peut faire un petit peu de d'éducation ce soir, c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Sachant qu'en fait, au bout du compte, on peut quasiment tout trier. C'est ça qui est abominable. Ouais. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait quasiment rien mettre dans la poubelle grise, sauf, sauf les objets ou les déchets qui sont composites, c'est-à-dire plusieurs éléments soudés les uns aux autres qu'on ne peut pas séparer. Bon, bah oui, on est obligé de les mettre là. Et tout le reste, et réfléchissez bien dans votre quotidien, les papiers, les cartons, les épluchures, il reste pas grand-chose normalement qu'on met dans la poubelle grise, hein. Ah, ouais, c'est vrai. Bon, on retrouve de plus en plus de fameux emballages fraîcheurs maintenant avec Mm. des couches d'aluminium sur du carton, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qu'on arrive à séparer? Est-ce que c'est des choses qu'il faut mettre dans la poubelle jaune, ou c'est des déchets qui ont destination à aller dans la poubelle grise, qui ont vocation, pardon? Et non, mais il faut aller acheter ces salades au marché, au maraîcher du coin, Chez et Geoffrey. puis voilà, il faut pas produire de déchets. C'est ce que vous avez Ouais. dit au départ, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas.
Et donc, là aussi, c'est la responsabilité et le pouvoir du consommateur. Moi, j'ai une énorme confiance dans les nouvelles générations parce que j'ai 2 grandes filles et qui, voilà, qui disent: «Mais moi, j'achète pas ça parce que, voilà, c'est pas logique». Et moi, je suis, moi, une chose qui me fait bondir, c'est la salade en sachet. C'est complètement dingue d'acheter une salade en sachet plastique. C'est ahurissant, voilà. Surtout que pour arriver à ce qu'elle se conserve, il faut la laver 3-4 fois, ça consomme une quantité d'eau abominable. Il y a aussi la responsabilité du consommateur. Et là-dessus, voilà, si on fait attention au départ à ce qu'on achète, heu, à la fin évidemment il y a des choses, mais finalement ce qui se retraite, enfin ce qui est problématique, c'est souvent ce qu'on met en déchetterie, en fait. C'est votre vieux téléviseur, mais ça, aujourd'hui, il y a des filières de traitement. Donc vraiment, les choses qu'on ne sait pas retraiter, il y en a plus beaucoup, hein. Donc généralement, ce qu'on va mettre dans la poubelle grise, c'est la flemme qui nous fait mettre dans la poubelle grise. C'est vrai, c'est vrai. Et comment tous les plastiques peuvent se recycler ou comment savoir quand on a un doute, est-ce qu'il y a sur les emballages, est-ce qu'il y a des sigles ou des choses pour savoir ou Alors justement, sur les emballages, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'élargissement des consignes de tri, Heu, on va mettre au tri, même ce qui n'est pas revalorisé, mais une fois que c'est trié, ce sera quand même plus facile à retraiter. Parce que, un des soucis aujourd'hui, c'est que, un des moyens de traitement ultime, c'est ce qu'on appelle l'incinération. L'incinération, c'est quoi? C'est brûler, voilà. Donc si vous brûlez bien quelque chose, si vous avez une chaudière au gaz chez vous, une chaudière à mazout, ce que vous voulez. Heu, Quand vous brûlez du gaz, du méthane, à la fin, vous rejetez du CO2 et de l'H2O. Voilà. Vous ne rejetez pas de substances nocives. Du CO2, alors le CO2, oui, c'est nocif pour le réchauffement climatique, mais c'est pas directement nocif pour le corps humain. En revanche, quand vous incinérez les sacs poubelles, les déchets que vous avez mis dans la poubelle grise, le problème de l'incinération, c'est que vous allez prendre un cocktail, de trucs, tout un tas de substances que vous allez brûler. Mais, la combustion d'un morceau de bois ou d'un morceau de plastique, si vous voulez à la fin arriver uniquement à produire du CO2, eh bien, il faut que ça soit brûlé à une certaine température. Et le problème de l'incinération, c'est que vous allez brûler à une température qui n'est pas la température optimale pour tous les éléments que vous avez mis en mélange. Et donc, à la fin, vous allez obtenir, un certain nombre de choses. Alors entre autres, le problème de la matière organique, c'est que ça contient de l'azote. Donc, vous allez rejeter ce qu'on appelle des NOx, donc des substances, des gaz qui contiennent de l'azote. Et l'incinération, le problème de l'incinération, c'est que vous brûlez un mélange de trucs qui ne devraient pas être brûlés ensemble. Faites brûler quelque chose tout seul, un morceau de bois tout seul, ben voilà, ça va libérer des particules, c'est pas idéal, mais c'est pas ultra nocif. Alors que faire brûler un mélange, c'est extrêmement délicat et c'est pour ça que l'incinération, c'est un processus qui est, alors aujourd'hui très, très bien maîtrisé, mais qui coûte très cher. Parce que si on veut que ça soit une incinération, environnementalement impeccable, bah, il faut filtrer les fumées. Parce que justement, dans ces fumées, il va y avoir des substances nocives et c'est ça qui coûte cher dans l'incinération. Donc, si dans la poubelle grise, on essaye d'avoir un mélange homogène, sans avec le minimum de matière organique, le minimum d'eau, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une poubelle grise, vous avez aussi beaucoup de gens qui mettent encore des épluchures, et cetera. Vous incinérez des quantités d'eau ahurissantes. D'un point de vue logique, c'est quand même complètement aberrant. Ouais, c'est un gros gaspillage d'énergie. Sans parler du fameux effet cocktail de brûler toutes ces matières ensemble. Vous parliez de filtrage des fumées. Est-ce qu'il y a des procédés particuliers? Je pense que c'est pas un simple filtre. On pose pas un tamis sur la cheminée de l'incinérateur.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des procédés de filtrage de ces fumées? Est-ce qu'on arrive à, à séparer les différentes matières comme on peut le faire, je sais pas, dans l'industrie pétrolière, ce genre de choses? Enfin, moi, c'est ce que je peux imaginer. Est-ce que ça existe ou pas? Alors, il y a globalement alors les filtres des incinérateurs, hein, il y a 3 parties. Il y a une partie où on refroidit, les fumées, donc on va condenser, donc ça permet de limiter, les substances qui sortent. Il y a une deuxième partie qui est une partie, chimique, un peu comme le pot catalytique de votre voiture. Mmh. Et il y a une dernière partie qui est une partie alors, filtre, vraiment comme, le filtre que vous avez sur un filtre à air de voiture, c'est à peu près pareil. Voilà, et donc la succession de ces 3 processus, alors les filtres catalytiques maintenant marchent très, très bien. La succession de ces 3 processus font que, ce qui sort des cheminées, des usines d'incinération, c'est essentiellement, du CO2 et de la vapeur d'eau. Par contre, à la fin de l'incinération, il reste 2 choses. Il reste des cendres, donc les cendres, c'est ce qui n'a pas brûlé, c'est ce qui reste dans le four. Il y a ce que vous avez récolté dans les filtres que l'on appelle les réfiums. Et les réfiums sont des déchets ultra dangereux. Donc ça, c'est ensuite enfoui dans des sites d'enfouissement de déchets dangereux. D'accord. Donc, un des surcoûts de l'incinération, c'est justement ce traitement des déchets dangereux. Et c'est aussi pour ça que, aujourd'hui, on a créé des filières très spécifiques, pour éliminer des polluants très spécifiques. C'est par exemple les piles. Vous voyez que les piles, ça contient tout un tas de métaux. Si vous mettez une pile à l'incinération, c'est abominable en fait, parce que vous allez surcharger les réfiums, etc. Alors qu'une pile, ça se recycle. Donc toutes ces petites piles qui finissent dans la poubelle grise, soit elles finissent à l'enfouissement et à long terme, de toute façon, ça finira par polluer la nappe phréatique, soit ça finit dans l'incinération et les réfiums, et ça finira dans les déchets dangereux, alors que finalement, ça peut se recycler. Euh, et est-ce que vous avez quelques ordres de grandeur on imagine une ville moyenne qui fait de l'incinération. Sur 10 ans d'utilisation, quelle place ça va occuper pour enterrer tous les cendres, tous ces produits dangereux? Et il y a des ordres de Alors, grandeur pour qu'on se rende compte? alors, les cendres, c'est ce qu'on appelle le mâche-fer. Et ce mâche-fer, c'est réutilisable en fait. On l'utilise beaucoup en sous-couche dans les autoroutes. Donc ça, c'est réutilisé. Les cendres, c'est réutilisé, le mâche-fer. Et l'enfouissement de déchets dangereux, ça par contre, il y a quelques structures en France. Sur une ville comme Pau, c'était plusieurs dizaines de tonnes par an. Combien d'habitants à Pau? Alors le SMTD, c'était 280 000 habitants. Ok. Donc ça prend pas tant de place que ça, mais ça s'accumule quand même, quoi. Alors ça prend pas tant de place que ça, mais c'est des déchets ultra dangereux. Ouais, voilà. Et qui ont une durée de vie, quoi, infinie. Enfin, Mais là, vous concentrez des métaux lourds, oui, là, la concentration, elle reste, hein. ouais. Donc c'est des zones amenées à s'étendre de fait à un rythme plus ou moins rapide et qui sont entre guillemets foutues, quoi, en termes biologiques. Oui, alors oui, le problème, c'est est-ce que dans le futur, on va réussir à trouver des moyens de retraitement? Ouais. Ça, c'est une vraie question. Ou est-ce qu'on va réussir à considérablement diminuer ces réfiums? Ça, c'est une autre vraie question. C'est-à-dire, si on trie bien, on va diminuer les réfiums. Déjà, il n'y a plus de piles, il y en a nettement moins dans ce qu'on brûle, donc on les diminue vraiment de plus en plus. Et il faudrait réussir à. Mais je vous dis, finalement, au départ, la problématique, c'est vraiment le tri, en fait. Si on trie bien, normalement, à la fin, il ne doit pas rester grand-chose qu'on ne sait pas recycler. Alors, si un message qu'il faut faire passer à nos auditeurs ce soir, c'est qu'en gros, la poubelle grise, peu importe comment ça part, c'est les deux méthodes de traitement de ces déchets, c'est l'incinération ou l'enfouissement, si je comprends bien. Donc, c'est le choix entre la peste et le choléra, quoi. C'est un petit peu, de toute façon, on va polluer. D'un côté, on va polluer, non, des deux côtés, on va polluer le sol puisque les deux sont enfouis à terme. Donc, Oui, alors après, tout dépend
l'échelle des temps sur lesquels vous parlez de pollution. Mais c'est vrai que si on parle de vertu environnementale, il faudrait arrêter l'incinération et l'enfouissement. C'est vraiment l'idéal. Faut la matière organique d'un côté, le compostage, et puis le recyclage des autres matériaux de l'autre côté. Parce que vraiment aujourd'hui, il y a de moins en moins de choses qu'on ne sait pas recycler. Finalement, ce qu'on ne recycle pas, c'est un problème de coût. Parce que au bout du compte, on peut quasiment, on peut démonter un iPhone, on peut démonter un ordinateur, voilà, il y a très peu de choses qu'on ne sait pas recycler en fait. Alors évidemment, de la peinture sur un objet métallique, on ne va pas séparer la peinture de l'objet métallique. Donc quand on va faire fondre, je ne sais pas moi, on prend un sommier, donc il y a des lattes en bois, il y a un cadre métallique. Le cadre métallique, il est peint. Donc en effet, quand on va faire fondre le métal, la peinture va être un peu incinérée. Donc voilà, il va falloir prévoir des systèmes. Mais à part ça, le reste, normalement, on sait retraiter, hein. D'accord. Et bon, on va reparler du recyclage juste après. J'ai pas mal de questions à ce sujet. Mais si on devait parler de l'enfouissement aujourd'hui, vous nous aviez dit qu'il y avait des risques de pollution de nos nappes phréatiques. Quels sont les risques? Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui quelle surface est contaminée entre guillemets? Est-ce que toutes les eaux aujourd'hui sont contaminées? Est-ce qu'on est sûr que ça vient de l'enfouissement de nos déchets ou ça vient d'ailleurs? Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, l'enfouissement, ça a été, on fait un trou, on met des déchets, on recouvre. Mmh. Donc aujourd'hui, ça n'est pas comme ça, hein. Aujourd'hui, on fait un trou, on imperméabilise, donc on met ce qu'on appelle des géotextiles, et on va éviter que ce qu'on appelle les lixivias, c'est-à-dire ce qui va passer dans le massif de déchets, n'atteigne la nappe phréatique. Donc, les nouveaux centres d'enfouissement technique ont deux techniques. Un, on récolte l'eau qui s'infiltre dans le massif de déchets. Deux, on récolte les gaz, parce qu'évidemment, il y a des substances fermentescibles qui vont dégager du méthane. La question qui se pose, c'est que ces fameux géotextiles, quelle est leur durée de vie? Et ça, voilà, quand on a commencé les CD, les DVD, on disait c'est formidable. Et finalement, maintenant, on s'aperçoit qu'un CD ou un DVD, c'est comme les bandes magnétiques avant, ça a une durée de vie limitée. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 200, 300 ans? Bah, on ne sait pas trop, en fait. Alors, on peut se dire que d'ici 200, 300 ans, une grande partie aura été éliminée, retraitée, parce que l'eau qui passe dans le massif de déchets, elle est collectée, elle passe dans des mini-stations d'épuration. Donc, aujourd'hui, l'enfouissement, c'est plutôt pas trop mal fait, quand c'est bien fait, par des professionnels, mais à long terme, et c'est toujours le problème du long terme. Le problème du long terme, on a du mal à le gérer. C'est-à-dire, si jamais vous avez, par exemple, dans vos géotextiles une fuite, comment vous allez la découvrir, si ce n'est le jour où vous avez une pollution? Et donc, par exemple, moi, quand j'avais un site d'enfouissement technique à côté d'Oloron, dans les Pyrénées, et donc, quand on a construit le dernier casier, donc l'endroit où on met les déchets, on appelle ça un casier, moi j'avais demandé à ce que sous le casier, il y ait une canalisation où un homme puisse passer debout. Pourquoi? Parce que moi je voulais que quelqu'un puisse aller inspecter le dessous du casier pour voir si ça s'infiltre ou pas. Mais finalement, il y a aucune loi qui impose ça. Et vous savez, on dit souvent gérer en bon père de famille. Et moi, je me disais, mais après tout, si on met une canalisation qu'on peut voir, on verra bien s'il y a des fuites ou pas. Et voilà. Le problème, c'est qu'est-ce que ça devient à long terme? C'est une vraie question sur enfouir. Oui, c'est une solution à court terme. Et finalement, je laisse le problème aux générations futures. Oui, sans assurance qu'un État aussi puissant que celui qu'on a aujourd'hui soit encore là dans 200, 300, 400 ans pour gérer ce genre de problème en plus. Exactement. Alors là, c'est une très bonne remarque parce que dans le nord de la France, il y avait les mines de charbon.
Mm. Pendant très longtemps, on a dit, mais vous savez, les mines de charbon, on arrête l'exploitation, mais c'est pas un problème, on va continuer à les entretenir, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien ce qui se passe. Petit à petit, les mines de charbon sont ennoyées. Tout ce qui soutenait les mines est en train de... Et on voit bien qu'à long terme, voilà, il y a un problème. Donc oui, c'est vrai que l'enfouissement pourrait devenir un problème. Mais les vieilles structures d'enfouissement, les vieilles décharges, en fait, euh, elles posent pas trop de problèmes parce que il y a 50 ans, dans les poubelles grises, Et pas de il y avait plastique. des déchets, mais il n'y avait pas les mêmes déchets qu'aujourd'hui. Il y a 50 Effectivement. ans, il n'y avait pas beaucoup de piles, on jetait pas beaucoup de piles, il n'y avait pas de matériel électronique. Donc voilà, on jetait peu. Aujourd'hui, on jette beaucoup plus d'objets un peu plus dangereux. Donc que vont devenir ces déchets? C'est une vraie question. Et donc moi, ma volonté quand j'étais politique à Pau, c'était de ne plus enfouir. Qu'au moins, voilà, on laisse pas des déchets aux générations futures. Et est-ce qu'il y a des lobbies qui alertent le politique sur ce genre de questionnement? Parce que, ouais, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens pour défendre ça? Ou parce qu'il doit y avoir des enjeux financiers pour les boîtes qui font l'enfouissement. Donc, du lobby pour continuer, je pense. Mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui alertent les politiques? Parce que c'est au compte pouvoir, finalement. Alors oui, c'est ceux qui ont le pouvoir, mais le paradoxe, c'est que ce sont les mêmes boîtes qui font l'enfouissement et qui font le recyclage. Donc, si vous faites pas l'un, vous faites l'autre, ils peuvent gagner sur les deux tableaux. Donc les grands groupes français, faut quand même rappeler que Veolia est le numéro 1 mondial du traitement des déchets et de l'épuration de l'eau. Mais ils font de l'enfouissement, ils font de l'incinération, ils font du recyclage, ils font très très bien les trois. Donc après, c'est une question de choix politique et de coût. Combien ça coûte? Et là aussi, c'est une vraie question. Après, on ne l'a pas abordé, mais faut pas oublier que dans le coût de traitement d'une poubelle, plus de 50%, c'est la collecte et le transport, hein. Donc venir ramasser les poubelles, c'est un coût phénoménal. Le camion benne qui passe devant la maison pour collecter la poubelle, au bout du compte, c'est plus de 50% du coût de traitement des déchets. Là, c'est une vraie question. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de collectivités choisissent de limiter les collectes, parce que là, il y a une vraie économie financière à faire, c'est sur la collecte. Parce que c'est un coût faramineux, en fait. Après, c'est vrai que continuer de collecter, c'est éviter que enfin, nous, on est dans une région rurale, hein. C'est vrai que dès qu'il y a des hausses de tarifs ou qu'il y a des collectes moins fréquentes, bah, on le voit très vite avec des déchets, des poubelles qui sont balancées Au bord dans des la routes. nature, au bord des routes, en forêt. Donc voilà, il faut trouver aussi le bon dosage et où placer le curseur pour limiter ce coût au maximum, mais non pas inciter les gens après à ne plus utiliser les filières de retraitement, quoi. Oui, alors il y a un vrai, il y a un vrai levier, c'est avec les déchetteries. On voit bien que les déchetteries, ça a vraiment le vent en poupe. Alors des déchetteries recycleries, hein, parce que là aussi on parlait du SMICVAL tout à l'heure avec le supermarché inversé, ça marche très très bien, c'est un vrai bon concept. Mais les déchetteries, ça marche quand même pas mal. Alors évidemment, les déchetteries, finalement, on collecte pas devant chez vous, mais si vous prenez votre voiture pour amener à la déchetterie, le coût environnemental, il se discute aussi, hein. Donc, voilà, il y a des vrais questionnements sur comment est-ce qu'on maille le territoire avec des déchetteries, comment est-ce qu'on organise la collecte de certains déchets. Voilà, c'est des vraies questions. Mais je crois aussi que les générations, les jeunes générations sont quand même beaucoup plus sensibilisées à ça. Et ça se passe quand même mieux. On le disait au départ, hein, le responsable de tout ça, c'est le maire. Jamais oublier qu'un maire, c'est un élu. Et là, il y a un problème.
c'est que, par définition, l'élu, il dépend de ses électeurs. Et là, il y a une vraie question parce que limiter la collecte des déchets, c'est limiter le service. Alors, c'est peut-être vertueux environnementalement parlant, mais ça ne contente pas forcément vos électeurs. Ouais. C'est clair que d'un point de vue électoral, ouais, il y en a qui doivent faire la tête. Ouais, malheureusement. Ok. Ouais, plutôt il faudrait faire un conseil citoyen, là, c'est la grande mode en ce moment. Il y a eu le grand débat sur la fin de vie. Il faudrait lancer un grand débat sur le traitement des déchets, quoi. Ouais, alors, on va parler du recyclage après? On arrive au recyclage. Ok. J'y arrive tout de suite. Justement, tu me fais faire la transition. Merci Geoffrey. Par rapport au recyclage, justement, on arrive la dernière méthode de traitement des déchets. Vous l'avez dit, Marc, la plupart des matériaux sont désormais recyclables. Tout est une question de coût. Mais y a-t-il pas quand même une perte de qualité? Je prends l'exemple d'une matière plastique. Est-ce qu'il n'y a pas différents cycles de vie? Est-ce que, au fur et à mesure du recyclage, on le voit par exemple sur un papier, les papiers non recyclés sont souvent très blancs parce qu'ils sont blanchis, etc. Et les papiers recyclés sont souvent jaunâtres. Est-ce que c'est pareil pour le plastique? Est-ce que c'est pareil pour toutes les matières? Et quelles limites y a-t-il au recyclage aujourd'hui? Alors, il y a des substances qui sont recyclables à l'infini. Le verre est recyclable à l'infini. Le plastique est... alors, le problème, c'est qu'il faudrait parler des plastiques, parce qu'il y a plusieurs types de plastiques. Les plastiques sont des polymères. Et donc, la problématique des polymères, c'est que certains, en effet, c'est un peu d'ailleurs, un peu la même problématique que le papier. C'est des fibres. Et donc, le problème, c'est que si vous avez des plastiques fibreux, au fur et à mesure, les fibres vont s'altérer. Et en plus, au fur et à mesure des cycles de fusion, vous allez perdre une partie de la matière. En revanche, le plus gros problème, c'est pas forcément un problème, il est en effet sur le papier, parce que à chaque fois que vous recyclez, vous raccourcissez les fibres. Et donc, en effet, vous vous retrouvez avec des fibres de plus en plus courtes, et plus la fibre est courte, plus vous allez fabriquer des cartons. À la fin, il vous reste plus comme possibilité que la boîte à œufs à fabriquer. Donc, en effet, après, on est dans de la matière bio. Le papier, c'est bio. Du cycle du carbone court. Donc, la problématique du recyclage du papier, c'est pas non plus vraiment une vraie problématique. C'est du cycle court. La problématique, oui, elle est sur les dérivés du pétrole, elle est sur les plastiques. Après, sur les plastiques, je pense pas que l'impact environnemental fondamental soit celui du recyclage. Il est sur celui des solvants qu'on utilise pour ces plastiques. Mais en effet, c'est pas à l'infini non plus. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a tendance à revenir sur des matériaux comme le verre, qui lui est recyclable, mais c'est pas sa seule propriété, c'est qu'il est complètement inerte. Donc, si vous mettez de l'eau dans une bouteille en verre, vous ne retrouverez pas dans votre eau des solvants. C'est vrai. Donc, le choix des matériaux est fondamental au départ dans l'emballage. Et c'est une vraie question, ça. Et le verre et le papier comme substance d'emballage, c'est assez incontournable, en fait. On est passé au plastique pour des raisons de praticité et des raisons de coût. Mais au bout du compte, voilà, finalement, les choix qui avaient été faits au départ n'étaient pas forcément les plus mauvais. Pour le plastique, il y a aussi une notion qu'on retrouve dans l'agroalimentaire, c'est pour le sous-vide. Et ça, c'est difficilement remplaçable pour faire durer les DLC un peu plus longtemps, etc. Moi, j'ai une épicerie en plus d'être maraîcher, et c'est vrai qu'on voulait essayer de se passer de plastique le plus possible, et pour le sous-vide, il n'y a pas tant de solutions que ça, quoi. Il y a des plastiques à base d'amidon maintenant. Est-ce que ça pourrait pas faire l'affaire? Pas sûr que ce soit aussi. Je sais pas. C'est poreux. Les plastiques à base d'amidon sont assez poreux, en fait. D'accord. Et en effet, c'est moins efficace. Mais après, tout est dans le dosage. Si en effet, on n'a plus que la problématique des films plastiques,
Voilà, c'est le problème du coût-bénéfice. Faut pas non plus être jusqu'au boutiste. Il y a en effet un certain nombre de choses sur lesquelles il est difficile de se passer de plastique, et en particulier, par exemple, on parlait tout à l'heure des déchets de soins. On voit bien que des seringues en conditions aseptiques, c'est pareil, on ne peut pas les avoir autrement que sous plastique. Ouais. Et sur les métaux, ils sont recyclables à l'infini aussi? Il y a une perte à chaque fois? Est-ce qu'on sait tous les Non, recycler? non, On sait les séparer? sur les métaux, il y a aucun problème en fait. L'alu, ça se recycle très très bien, quasiment à l'infini. Le fer aussi. Après, c'est aussi souvent une question de coût. C'est ce que j'allais demander, ouais. C'est-à-dire que, alors séparer des métaux, c'est compliqué. Donc là aussi, dès le départ, si votre produit il est bien conçu, une canette alu, finalement une canette alu, c'est hyper bien conçu au départ. Il n'y a que de l'alu et ça se recycle très très bien. Après, évidemment, le problème, c'est que votre canette alu, elle a un peu de peinture dessus. Donc, quand vous allez recycler votre aluminium, il y aura toujours un petit peu de résidu de quelque chose. Donc, le produit de votre recyclage, il sera moins pur. Alors après, on peut le purifier, mais ça a un coût. Ok. Parce que, imaginons demain, on supprime la filière extractive des métaux actuels, donc qui creusent de manière générale, et on la remplace par un recyclage quasiment infini. Combien coûterait un téléviseur? Combien coûterait un téléphone? Est-ce que ce serait supportable en fait pour la majorité de est-ce que ce serait possible pour la majorité de la population? Ou est-ce que le coût ferait que le moindre téléphone basique coûterait 1500 € ou 2000 €? Ce qui est déjà le cas. Un téléphone basique, non. Un Oui, iPhone non, mais je plaisante. C'est 12, pour le mais blague. Ouais. et moi, c'est ce que je me suis toujours demandé avec le recyclage. Est-ce que c'est techniquement possible, comme beaucoup de choses? Est-ce que c'est économiquement viable pour garder notre société de consommation actuelle? Alors, J'ai- c'est j'irais- extrêmement, ouais, c'est très intéressant comme question, mais quand on regarde en fait euh, l'évolution de l'extraction des métaux, elle est associée à une évolution de l'emploi et pas à des déchets en plus. C'est un peu comme l'énergie en fait. Le problème de l'énergie, c'est qu'aujourd'hui, on dit que finalement, il faudrait limiter la dépense énergétique, sauf qu'aujourd'hui, la dépense énergétique continue de croître. Donc, l'extraction que l'on fait des métaux, cette extraction, elle est essentiellement pour couvrir l'augmentation des besoins. Et c'est là, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas une augmentation des besoins, avec le recyclage, on pourrait couvrir la quasi-totalité de ce qu'on utilise. En tout cas, dans le domaine des métaux. Mais le problème, c'est qu'on en utilise de plus en plus. Et donc, on a besoin de plus en plus de métaux. C'est-à-dire que les terres rares, ça n'a jamais été un problème avant, on ne les utilisait pas. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus de terres rares parce qu'on a de plus en plus d'objets électroniques. Et que l'on ne recycle pas d'ailleurs. Donc, on peut. Donc, on a un vrai problème là-dessus. C'est que on extrait plus parce qu'on consomme plus. Donc, Oula, quand on va arriver au plateau de consommation, à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'extraire. On n'est pas encore au plateau. Au plateau hein. Sur l'aluminium, par exemple, on continue à extraire de l'aluminium parce qu'on n'en utilise plus. oui, il peut y avoir la vision totalement inverse, que c'est la possibilité d'extraction qui a créé des nouvelles possibilités technologiques et de consommation. On le voit beaucoup avec le pétrole notamment, où c'est pas forcément les besoins en énergie qu'on crée la demande en pétrole, quand on a découvert le pétrole et qu'on a découvert que ça pouvait créer une énergie extrêmement abondante, on l'a utilisé. C'est la concentration de l'énergie. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'économiquement, souvent, on a tendance à utiliser ce qu'on a en totalité. On le voit beaucoup avec les gains énergétiques, tous les gains énergétiques qui ont été faits, on les a pas utilisés pour faire des économies d'énergie, on les a utilisés pour faire plus. Et du coup, c'est pour ça que je me posais vraiment la question sur
sur le recyclage, si ça allait être un frein énorme si on allait pouvoir continuer comme ça, même avec le recyclage. Parce que la fin de l'extraction, c'est relativement proche, hein, finalement, les stocks qui s'amenuisent de toute manière. Et je me demandais quel monde on peut imaginer avec le recyclage après. Est-ce que notre monde actuel est possible en 100% recyclé? Ou est-ce qu'il est impossible? La vraie question pour moi, c'est surtout à quel prix du baril on pourra dire maintenant le recyclage est est moins onéreux que l'extraction première, et donc à partir de quel prix du baril on va enfin pousser les moyens de production plus sur le recyclage que sur l'extraction et la production de nouvelles matières. Oui, si on prend par exemple le cas des bouteilles, des canettes, en fait, les canettes d'aluminium, on peut très bien toutes les remplacer par des bouteilles en verre. Ouais. Mais ça, c'est un produit simple. Jusqu'en 1980, l'essentiel de la bière était vendu dans des bouteilles en verre. On n'avait pas de bière en canette. Aujourd'hui, je crois que la vente de la bière sur l'emballage est majoritairement en canette. Et en effet, on utilise plus d'aluminium, mais le problème, et c'est une chose qu'on n'a pas abordée, c'est le coût qu'on applique aux choses. Et une des voies justement pour un peu réorienter les choses, ça peut être les impôts. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on recycle plus, c'est que l'enfouissement et l'incinération deviennent avec des prix exorbitants. Donc ça devient pour une collectivité plus intéressant de faire des campagnes pour favoriser le recyclage, le compostage, etc. Parce que l'enfouissement, finalement, ça coûte pas très cher. Un terrain, il y a des endroits, c'est pas cher. On creuse un trou, on enfouit, c'est pas cher. Seulement, pour éviter ça, c'est pour ça que le législateur passe par exemple, donc la TGAP, la taxe globale sur les activités polluantes, elle passe sur l'enfouissement de 25 € en 2020 à 65 € en 2025. Forcément, quand vous triplez votre taxe, vous augmentez le coût d'une filière, vous allez en favoriser d'autres. Donc par exemple, si on taxait l'aluminium, peut-être que les industriels, ils préféreraient utiliser l'emballage en verre. Donc c'est en effet bien souvent un problème de coût et un problème d'équilibrage des filières. Et là, les impôts et les taxes, c'est-à-dire en gros la décision politique, elle est extrêmement importante. On voit de plus en plus, on en avait rapidement parlé en off tout à l'heure, mais des nouvelles taxes qui arrivent, les éco-participations sur les produits neufs qu'on va acheter, sur les meubles, sur l'électroménager principalement. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une taxe à l'emballage pour cette fois, effectivement, il y a la responsabilisation du citoyen consommateur, mais il y a aussi peut-être un rôle du producteur et de l'industriel qui a son rôle à jouer. Et si c'est justement le nerf de la guerre reste l'argent, est-ce qu'on n'aurait pas possibilité, par exemple les bouteilles en plastique, qui sont une aberration écologique, les bouteilles d'eau, est-ce qu'on ne pourrait pas taxer ces bouteilles d'eau pour qu'elles reviennent très vite, bien plus cher que de s'acheter des bouteilles en verre ou des bouteilles qui peuvent gazéifier l'eau, mais en verre, par exemple. Oui, alors après, on touche à d'autres domaines. C'est-à-dire après, on touche aussi au domaine social. Et par exemple, on voit bien que taxer les déchets au poids, vous savez, c'est la redevance incitative, hein, on dit on va faire payer les gens en fonction de ce qu'ils mettent dans leur poubelle. C'est vrai que par exemple, il y a un déchet qui est assez compliqué à traiter, c'est les couches des bébés. Ça, c'est en effet, à part l'incinération, il n'y a pas tellement de solutions. Ou alors, vous utilisez des couches réutilisables. Couches lavables, des couches réutilisables. Mais il y a d'autres problèmes hein, sur les couches lavables, réutilisables. C'est aussi le problème de qui, dans le ménage, s'occupe des couches réutilisables. Voilà, et c'est une vraie question. Hein. Donc c'est aussi pour ça que bien souvent, l'écologie, ça rejoint l'égalité homme-femme. Et là, il y a des vraies questions.
Et derrière, il y a une question sociale. C'est-à-dire quand on dit: «Bah, voilà, on va faire payer, le coût des poubelles, en fonction de la masse». Oui, mais un jeune couple qui a pas beaucoup de moyens et qui a des enfants et beh, il va avoir des poubelles plus lourdes en particulier à cause des couches, et où est la justice sociale? Non, Donc après, mais il faut justement taxer corriger. en amont dans la filière, non pas taxer en bout de chaîne, mais taxer en amont, avant que l'achat soit effectué, rendant ces produits moins attractifs pour le consommateur et donc de fait, ils évalueraient ou ils prendraient en considération d'autres alternatives, peut-être? Ouais, mais là, on voit bien que par exemple, dans le cas des couches, c'est extrêmement compliqué, en fait. Ouais. Et c'est ouais, ouais, finalement, un des produits les plus complexes, c'est la couche. La couche est très, très compliquée à régler. C'est parce qu'il y a voilà, il y a tout un tas de problématiques, y compris des problématiques sanitaires, enfin, c'est assez abominable, la couche, et il y a des vraies questions là-dessus. Mais la question sociale, elle est aussi importante, et le problème de reporter le coût, sur le produit initial, bah, forcément, le producteur va augmenter le prix de son produit. Et, est-ce qu'on a des chiffres ou des ordres de grandeur sur recycler tel métal coûte X fois plus cher ou X fois moins cher que extraire ce même métal? On, on a des chiffres ou des ordres de grandeur comme ça? Alors aujourd'hui, alors ça dépend des métaux, c'est légèrement moins cher, d'extraire. C'est très légèrement moins cher et ça va probablement s'inverser à cause de la problématique du transport. Parce que comme on s'est pris une augmentation assez faramineuse, sur les carburants, bah, le problème du transport, va commencer à impacter le coût des matières premières. Donc là aussi, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que jusqu'ici, la délocalisation ou l'import de produits lointains n'était pas forcément un problème tant que le coût du transport était faible. Si on augmente le coût du transport, on risque d'inverser les choses, et donc là, en effet, il y a un certain nombre de produits, entre autres, il y a l'aluminium, il y a le cuivre, voilà, où on voit que, les choses commencent clairement à s'inverser. Sur le cuivre, en tout cas, oui, ça s'inverse, le recyclage du cuivre devient, maintenant presque plus intéressant que l'extraction. Ok. Et c'est pareil, il y a l'autre problématique, c'est, dans quel pays, extrait-on, le métal? Parce que là aussi, il y a des vraies questions, Donc aujourd'hui, la seule chose qui fait que on continue d'extraire, enfin la seule chose, l'une des raisons principales, c'est l'augmentation des besoins et pas la non-possibilité du recyclage. Du coup? non, non, ah ça, c'est sûr. Ok. Non, non, on peut quasiment tout recycler. Donc, c'est le coût. Évidemment, si c'est moins cher d'extraire, bah, on extrait. Ça, c'est assez humain, hein, voilà, on choisit ce qui est le moins cher, et quelque part, la crise du covid, rend un certain nombre de services écologiques, et entre autres, l'augmentation du transport, ça rend service, au recyclage. Mais du coup, si on prend un smartphone avec beaucoup de métaux différents, même recycler de la technologie de ce type-là, qui est quand même une technologie de pointe au final, c'est relativement facile. Alors, c'est pas facile, ça a un coût, et ce coût va en diminuant. D'accord. C'est le alors bon, l'iPhone, c'est un cas très particulier parce que, finalement, un iPhone, c'est beaucoup de composants très compliqués, pour une masse très faible. Donc recycler un iPhone, c'est quand même compliqué. Mais, l'exemple type, c'est la batterie. La batterie, il y a 5-6 ans, on disait: «Ouh là là, ça va coûter très, très cher de recycler les batteries». Et aujourd'hui, le prix du recyclage des batteries, diminue considérablement parce qu'il y a un tonnage très important, de batteries à recycler, et on voit bien que finalement, ça alimente la filière et ça fait baisser les coûts.
Donc le problème, c'est aussi de combien, de quel tonnage on alimente la filière de recyclage. Si le tonnage est important, ça va devenir assez rapidement rentable. On voit bien qu'un iPhone à recycler, ça va être très compliqué. Il y a des essais qui sont très intéressants. Parmi les essais, c'est on pulvérise l'iPhone, on le broie en toutes petites particules, et on trie ces particules à la fin. Et on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas plus aberrant que de séparer les éléments de l'iPhone au départ. Et c'est pas intuitif, c'est assez intéressant. C'est une question de tonnage en fait. On voit bien vraiment les batteries, on voit bien avec ça avec les véhicules électriques. C'est une question qui est en train de se résoudre en partie, parce qu'en augmentant le tonnage des batteries, on diminue les coûts et on améliore aussi les process. Parce que qui dit coût dit aussi investissement dans la R&D, dans la recherche et le développement. Et voilà, on arrive à lancer des filières qui vont être extrêmement compétitives. Donc, Et, si vous avez peu de choses à recycler, ça va pas être rentable. Donc, voilà, on va constituer des problèmes. et je me posais une question. C'est vrai que le virage du recyclage pour des matériaux assez basiques tels que le plastique, le verre, les métaux a mis plusieurs années, voire presque une décennie à être pris. Il va falloir des infrastructures, il va falloir, même si technologiquement aujourd'hui on est à niveau et on sait faire, il va falloir installer tout un réseau, toutes des filières, des infrastructures. Est-ce qu'on n'est pas reparti pour 10 ou 15 ans si on veut prendre ce virage? On est reparti pour un certain temps, Ouais. mais il y a quand même maintenant l'éco-conception Mmh. qui maintenant est quand même bien rentrée dans l'esprit des gens. Tout le monde essaie de faire de l'éco-conception, hein, même Apple s'y met. Donc, même si on peut parfois les accuser de greenwashing, je pense que voilà, tout le monde s'y met et voit bien qu'il y a des choses à faire. Après, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment atteindre la masse critique de la filière. Si on atteint la masse critique de la filière, dès que ça devient à peu près rentable, en fait, ça se met en place. C'est assez naturel. Après, justement, on en revient à ce qu'on disait au départ. La question, c'est au départ, quand on conçoit le produit, dans les matériaux qu'on utilise, qu'est-ce qu'on choisit en fait? Et c'est là où il y a eu, au départ, de vraies questions à se poser. Et les gens se les posent de plus en plus. Et le pouvoir, il est chez le consommateur. Si le consommateur décide de boycotter telle ou telle chose parce que justement, on a des pistes ou des certitudes sur le fait que voilà, c'est pas intéressant d'un point de vue environnemental, les industriels s'adaptent. Donc, le pouvoir, il est chez le consommateur. Et j'irais un petit peu plus loin aussi en discutant. On- Si demain on fait un recyclage à 100% de tous nos matériaux, mais qu'on continue à accroître notre consommation de produits, si on a de plus en plus de produits manufacturés, de fait, on devra continuer à extraire parce que le recyclage ne suffira pas à augmenter. Donc ça pose vachement de questions sur, il y a de plus en plus de débats sur la décroissance, croissance. Ouais, mais il y a un aspect démographique aussi dans tout ça. Bah, il y a démographique, mais on voit aussi qu'un monde en croissance, de toute manière, même si on recyclait tout ce qui existe, on ne pourrait pas alimenter un monde en croissance sans extraire dans les sols. Et bah, ça pose un petit peu toutes ces questions un peu philosophiques de limiter la croissance, en tout cas la croissance physique et matérielle, pour que cette filière suffise en fait. Parce que sinon, elle suffira jamais. Mais je savais pas qu'on pouvait tout recycler à ce point. Je pensais Oui, qu'il y moi avait aussi, ça a été une découverte. et, Je enfin, pensais que. je savais qu'on pouvait tout recycler, mais je pensais pas que c'était rentable pour quasiment tous les matériaux. Je pensais que beaucoup de Alors, matériaux, c'était trop compliqué. on Voilà. peut tout potentiellement recycler. Aujourd'hui, on recycle pas tout. Parce que justement, toutes les filières ne sont pas rentables. Pas encore. Et si on y met le prix, on peut tout recycler. Ça, c'est juste une question de coût, en fait. Donc en effet, la question c'est, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à mettre davantage d'argent pour recycler?
Et doit-on continuer à utiliser des matériaux dont on sait que le recyclage est coûteux Compliqué. la notion de circularité, d'économie circulaire, elle est très intéressante. Parce qu'en fait, l'économie circulaire, c'est vertueux si, en effet, ça reste circulaire et qu'il n'y a pas d'intrants. On ne fait pas rentrer plus de choses. Aujourd'hui, on n'est pas dans une économie circulaire, puisque il y a beaucoup plus d'intrants, par exemple, parce qu'on extrait du sol ou par l'énergie fossile que l'on utilise. On peut tout à fait concevoir une économie circulaire qui soit alimentée extérieurement par une seule source d'énergie qui serait une énergie naturelle qui nous vient de l'extérieur, globalement soit l'énergie géothermique, soit l'énergie solaire. Après tout, ça vient à l'extérieur de notre système. Ce qu'il faut, c'est faire tourner le système avec ce qu'on a, finalement, hors énergétique, c'est-à-dire en matériaux. Et pour l'instant, on n'y arrive pas parce que jusqu'ici, on a connu une croissance démographique. Donc, la clé, c'est à la fois la problématique de la croissance démographique et la problématique d'une croissance un peu exubérante de certains pays, en gros, le modèle occidental. C'est-à-dire que on pourrait arriver à un équilibre à peu près si on réduit un peu la consommation des pays occidentaux et qu'on fait un peu un transfert vers les autres pays. Mais pour l'instant, oui, on n'y arrive pas parce qu'on continue à augmenter nos besoins en énergie, en matériaux. Oui, c'est l'effet rebond. On explique bien en fait tous les gains énergétiques, les gains en recyclage, on les utilise pour faire plus et pas pour faire moins ou pas pour faire pareil. Donc c'est le problème un peu du modèle actuel. Parce que le problème démographique en soi, il est en train de se régler, hein. Les projections, Mais il se règle en Occident. non, dans le monde, de manière générale, ça va se stabiliser entre 2050 et 2080, puis ça va baisser. Alors ça paraît loin, hein, mais à l'échelle humaine, géologique, c'est quand même assez rapide. Donc le problème démographique tend à se stabiliser malgré tout. Après, il y a le problème de la croissance. Si tous les pays du monde rejoignent notre niveau de vie, c'est absolument une catastrophe. Et je sais même pas si c'est possible techniquement en termes de quantité de ressources sur la planète. Oui, et puis après, il y a aussi toutes les problématiques d'obsolescence programmée. C'est des choses qui avaient lieu, qui ont tendance à se raréfier, et tant mieux. Mais je veux dire qu'il y a aussi une prise de conscience du fabricant pour faire des choses le plus pérennes possible. On a aujourd'hui des téléphones, je crois que c'est une start-up française qui a fait ça, où tout est réparable ou remplaçable. On retrouve maintenant sur la plupart des appareils électroménagers qu'on achète des indices de réparabilité. Donc on en arrive quand même à une prise de conscience. Et ouais, si ce n'est pas dans le recyclage, déjà c'est dans le réemploi dans un premier temps, puis dans le recyclage. Donc voilà, j'ai envie d'être optimiste à ce niveau-là, même si, comme tu le dis, ça risque de mettre longtemps par rapport aux enjeux qu'on connaît, quoi. Oui, vous venez d'afficher là donc les pictos du développement durable. Ouais, c'est Et, les ODD, ouais, c'est ça. et ce qui est intéressant là, c'est que justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi le niveau de vie. Et, il ne faut pas confondre niveau de vie et mode de vie. Finalement, le niveau de vie, il est lié à quoi? Le niveau de vie, il est lié, pour moi en tout cas, à la santé. Et donc, oui, peut-être qu'il faut un niveau de vie sur la santé, sur l'éducation, sur la façon qu'on a d'aborder l'environnement. Mais le niveau de vie, c'est à distinguer du mode de vie. Parce que finalement, est-ce que notre mode de vie à voyager partout dans le monde, à prendre l'avion, c'est tout à fait dissociable du niveau de vie. Ce mode de vie nomade, à travers le monde, voyager, ça n'a rien à voir avec le niveau de vie d'une qualité de santé, d'éducation. Et si on applique la qualité de santé, d'éducation, d'environnement, de recyclage des déchets, de qualité de l'air, ça c'est du niveau de vie.
Mais c'est distinguable du mode de vie. Le mode de vie, c'est voilà, la façon qu'on a de vivre, d'aborder les choses, de se déplacer, de faire des kilomètres par jour pour aller travailler. Donc là aussi, il y a une vraie question, c'est la distinction entre niveau de vie et mode de vie. Et je crois qu'aujourd'hui, on a encore un peu de mal à se dire que, bah oui, on a envie d'aller découvrir peut-être la Polynésie mais est-ce que c'est indispensable? Alors que, le niveau de vie, voilà, ça, c'est l'accès à la santé pour tous, c'est vraiment fondamental et à mon avis, on peut, garder un certain niveau de vie, mais en changeant le mode de vie. C'est un problème de référentiel, à mon sens. On en rejoint Maslow et sa fameuse pyramide. Une fois que les besoins primaires sont assouvis, ce que tu veux pour être bien, c'est la reconnaissance de l'autre. Aujourd'hui, la reconnaissance de l'autre, elle passe par le fait d'accumuler, ou alors de se montrer en Polynésie ou ailleurs. Je pense qu'il y a aussi un focus à faire dans l'autre sens à ce niveau-là. Et en plus de ça, pour ouvrir un petit peu la chose, je me souviens d'une étude, alors je pourrais pas citer ni son nom, ni quand elle a été faite, mais ils avaient posé une simple question dans différents pays, certains pays occidentaux qu'on va nommer développés, et des pays en Afrique, en Asie, qui l'étaient peut-être un petit peu moins, et ils ont posé une simple question: êtes-vous heureux, ou vous estimez-vous heureux? Et c'est vrai qu'il y avait un bonheur. En tout cas, ils s'estimaient bien plus heureux en ayant moins dans d'autres pays, alors qu'on avait une espèce de dépression ambiante dans nos pays occidentaux. Donc, je rejoins ce que vous dites, Marc, sur le discernement à faire entre le mode de vie et le niveau de vie. Et ouais, voilà. C'est pas très utile, mais c'est allé dans votre sens. Et a-t-on besoin de produire autant de déchets? Moi, je suis certain que non, en fait. Ouais. Donc c'est un vrai problème de mode de vie, plus que de niveau de vie, parce que voilà, on a quand même un mode de vie qui est sur, vous l'avez dit, l'obsolescence, le renouvellement. Voilà, a-t-on besoin vraiment alors, ça marche très bien, hein, le recyclage, Vinted, la seconde main, etc. Mais ça marche très bien parce que je crois que les gens commencent à prendre conscience que c'est vrai que quand même on a un mode de vie assez paradoxal. Ouais, alors, je vais contrebalancer ça. On voit que les gens utilisent de plus en plus Vinted, etc. Et que le problème, il y a encore cet effet rebond où du coup, moi, je fais beaucoup de fresques du climat. Je sais pas si vous connaissez ça. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont des négociations avec le CO2, les gens ont beaucoup de négociations avec eux, du genre, moi, je fais le tri, j'achète sur Vinted, donc je peux prendre l'avion une fois par an, je compense. Et ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte dans nos sociétés occidentales, où effectivement, le recyclage, la seconde main avance énormément, mais c'est encore une fois, c'est pas pour faire des économies, c'est plutôt pour aller vers autre chose. En achetant pas neuf, en achetant sur Vinted, j'ai économisé 500 € cette année. Et ben allez hop, je me paye un voyage en avion ou je vais une semaine de plus en vacances. Ce qui a le même impact au final. Que ce soit en termes de déchets, alors moi je suis plus axé sur le CO2 en termes de connaissances, mais au final ça a le même impact. Et c'est ça qui est très compliqué, je trouve, aujourd'hui à aborder, parce que c'est peut-être notre essence profonde d'utiliser ce qu'on a. En fait, on a du mal à mettre de côté, à se dire si j'ai cette chose, je l'utilise pas. C'est assez compliqué. Donc oui, le recyclage, ça explose, on en parle beaucoup autour de nous, mais dans les faits, on fait pas moins, quoi. On fait même plus. Ouais, c'est ce qu'on disait, quoi. Ouais. Tout est affaire de mode de vie, et le reste, le recyclage, etc., c'est que des conséquences et de traitement de symptômes de notre mode de vie, quoi. Ce que je vous propose, c'est d'avancer, parce que je vois l'heure qui avance également. Il est déjà 22h45, ça fait bientôt 2 heures qu'on est en train d'échanger. Donc j'invite les gens qui sont sur Twitch à poser leurs questions à l'écrit. S'ils veulent nous rejoindre sur Discord, c'est tout à fait possible également. Donc vous pouvez nous rejoindre et prendre la parole sur Discord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais contrôler de mon côté. Sinon, Samir, si t'en as, n'hésite pas à les faire remonter. Oui, il y avait Moi, je plusieurs voudrais questions. pardon. Oui, Samir? Excuse-moi, du coup, j'ai fait un blanc, désolé. J'aurais une question, ce serait de savoir si
en tant que Français, je peux être assuré à 100% que la France n'envoie plus ses déchets dans des pays du tiers-monde. Non, vous pouvez pas être assuré à 100% que. Alors, on n'envoie pas de déchets ménagers, ça c'est vrai. D'accord? Après, des déchets industriels, on envoie des déchets industriels à l'étranger. Alors même s'il y a des lois européennes qui limitent considérablement ça, on a des exemples, hein, tout ce qui est déconstruction navale. On a de gros soucis là-dessus sur la déconstruction navale, hein. Euh, Après, les déchets chimiques, c'est aujourd'hui illégal. Voilà. On n'exporte pas on n'a pas le droit d'exporter de déchets chimiques. Je me souviens je pense, il y a une dizaine d'années, d'une barquette de jambon Bon Paris qui avait été retrouvée sur une plage indonésienne, si je me souviens bien. Ce genre de choses, ça peut toujours arriver ou la filière aujourd'hui est installée et ne laisse plus passer ce genre de choses. Non, enfin, aujourd'hui, ça n'arrive quasiment pas. Alors, entre autres, ce qui rend service, c'est l'augmentation du coût du transport. L'augmentation du coût du transport est telle que je vous dis, le paradoxe, c'est que les barquettes en plastique, c'est plus ça qu'on va retrouver. Par contre, oui, des déchets chimiques ultra dangereux. Faut pas oublier que il y a aussi une mafia du déchet. Et que malheureusement, voilà, on a des filières mafieuses dans le déchet parce qu'il y a énormément d'argent en jeu et qu'il y a des filières mafieuses dans le domaine du déchet aussi. Donc on importe de la cocaïne d'Amérique du Sud, mais généralement, les filières mafieuses peuvent aussi faire de l'export de déchets. Ok, merci beaucoup. Il y avait des questions dans le chat. Euh, C'était une question de Para667, donc Valentin qui l'a dit plus haut. Moi j'ai. Ah non, je me suis trompé. Là, voilà. Mais par exemple, les agrumes, que doit-on en faire? Car il me semble que cela ne va pas au compost. Et dans la continuité, il y avait l'ange déchu qui avait répondu: dans ma commune, il y a une quatrième poubelle. On a la poubelle grise, jaune et le compost. Et ils ont rajouté un seau dans lequel on jette viande, agrumes, etc. alimentaire non compostable dans un sac plastique qui doit ensuite être mis dans un conteneur pour ensuite être incinéré. Qu'en pensez? Est-ce utilisé ou faudrait-il mieux tout laisser dans la poubelle grise? C'est une problématique d'acidité, non, les agrumes, non? Alors, bah moi là je peux répondre. Enfin, tous les agrumes, ça se décompose très bien, quoi. Il peut peut-être avoir un problème d'acidité ou peut-être que ça marchera moins bien, mais ça se décompose très bien. Ça met plus longtemps, mais ça me paraît très étonnant qu'ils aient une poubelle exprès pour ça. Alors, sous couvert hein, de l'expert, hein, mais je doute que les agrumes se décomposent pas. C'est de la matière organique, alors que ça mette 2 mois de plus peut-être, hein, j'en sais rien, mais je doute très fortement que ça se décompose pas. Après, séparer la viande ou le poisson, ce genre de choses, l'intérêt en fait c'est sanitaire, c'est pour éviter que les rats ou les animaux soient attirés par le compost. Donc très souvent on sépare la viande et le poisson, parce que sinon si vous faites un compost par exemple en bas d'immeuble, vous êtes sûr que vous aurez une tonne de rats. Alors que la matière organique, même les épluchures, les attirera quand même beaucoup moins. Il y aura moins de risques sanitaires, de maladies, etc. Mais là, je parle sous couvert de notre expert de ce soir. Mais c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Alors c'est un problème de rapport carbone-azote. Donc faut pas que dans le compost il y ait trop d'azote. Donc s'il y a des déchets carnés. Alors les déchets carnés, il y a un double problème, hein, ça attire les rats et puis on sait jamais avec voilà, on a une grande phobie sur ce qu'on appelle les zoonoses, donc les épidémies animales. Donc c'est une vraie question. Donc normalement, voilà, il y a un certain pourcentage qu'on peut mettre de déchets, de biodéchets par rapport aux déchets végétaux. Évidemment, au milieu urbain,
il n'y a pas de déchets végétaux. C'est-à-dire que c'est vraiment un milieu urbain où il n'y a pas des jardins, hein, il n'y a pas de tonte de gazon, il n'y a pas de taille de haie. Il n'y aura que des restes de repas. Et ça, le compostage est plus compliqué. Ça se fait, hein. D'ailleurs, souvent, alors, je ne pense pas que ça soit incinéré, hein. Je pense que ça va à la méthanisation. Parce que par contre, ça se méthanise très très bien, ça. Parce que les déchets verts à méthaniser en méthaniseur, pour méthaniser du tuya, c'est pas terrible. Par contre, méthaniser des restes de cantine, ça c'est formidable. Donc je pense que ça doit plutôt être une problématique de compostage d'un côté, méthanisation de l'autre. Au Pays Basque espagnol, il y a une ville qui s'appelle Vitoria, où en effet ils trient, hein, les déchets verts d'un côté et les restes de repas de l'autre, mais pour pouvoir faire une très bonne méthanisation. Parce que là aussi on peut faire de la très bonne méthanisation si au départ c'est très bien trié. Donc, je pense pas que ça soit incinéré. De toute façon, incinérer de la matière organique, c'est pas très rentable. Et méthaniser, oui. Ok. J'avais une autre question de Gaët MTA20 qui demandait, bon, on en a parlé peut-être un petit peu tout à l'heure, que deviennent les déchets dangereux que l'on enfuit, n'est-ce pas dangereux pour le sol? Il me semble que Marc y a répondu tout à l'heure, il y a effectivement le fait du danger direct de ces matières polluantes dans le sol, bien que des mesures soient prises comme des géotextiles qui sont mis pour protéger les sols et les nappes qui se trouvent sous non pas les déchetteries, mais les décharges. Mais par contre, on ne sait pas dans le temps long ce que deviendront ces géotextiles, comment ils vieilliront, et le risque est non pas tant pour aujourd'hui, mais pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on leur laisse et comment on ira vérifier, enfin, le jour où on se rendra compte qu'il y a un problème, c'est qu'il y aura un scandale sanitaire. C'est-à-dire qu'on retrouvera des choses dans l'eau, on retrouvera des choses dans le sol, et il sera déjà presque trop tard. Donc, Alors les déchets dangereux, c'est quand même dans des structures classées sensibles, hein. Donc c'est pas du tout comme les décharges de poubelles, hein. Donc c'est vraiment d'accord. des sites qui sont... généralement, on choisit un site géologique très particulier, avec des argiles. Généralement, les déchets sont mis en fût ou coulés dans du béton. Donc c'est quand même très très particulier, hein. C'est pas des vulgaires décharges, hein. Là, le stockage des déchets dangereux, c'est très particulier. C'est quand même un peu plus une vision un peu plus long terme, mais comme voilà, ça veut dire quoi le long terme en fait? La question, elle est toujours là, hein. Yes. J'ai une question, mais je pense que c'est une question un peu taquine. Question pour Marc, un conseil pour réussir ses révisions pour le concours. On a besoin de motivation et de réconfort actuellement. Je crois qu'il y a des élèves qui sont en souffrance là. Bah, j'ai pas de conseil, si ce n'est que si on a travaillé depuis le début, il n'y a pas de raison que ça paye pas à la fin. Voilà, il en est du travail comme des déchets. Faut bien voir que à un moment ou à un autre, la vertu et la réflexion finissent toujours par payer. Eh ben Antoine, Flore ou Flores, tu auras eu ton conseil. Voilà, bon courage pour tes révisions et en espérant que tu aies suivi depuis le début de l'année. Alors il est gonflé parce que je pense pas qu'Antoine ait des problèmes. En plus. Si Antoine n'a pas son concours, Fayot. Ouais, Fayot, ouais, comme dirait Geoffrey. Bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout. S'il y a encore des questions, allez-y, c'est le dernier moment pour les poser. Marc, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Moi, j'ai appris énormément de choses. Très intéressant, ouais. Comme d'hab. Ouais, c'était vraiment super intéressant. Et puisque vous avez déjà abordé le cycle de l'eau et du retraitement des eaux, moi, j'ai presque envie de faire un deuxième épisode. Bon, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, peut-être à la rentrée, on verra. Mais sur l'eau, les filières de retraitement des eaux, comment fonctionne une station d'épuration, ce genre de choses. Est-ce que ça vous tente? si vous voulez, mais Samir vous dira que je suis intarissable sur les têtards transgéniques détecteurs de perturbateurs endocriniens. Ah ah. Ouais, voilà, vous avez planté, là vous m'avez mis la puce à l'oreille. Je veux en savoir plus sur les têtards transgéniques.
Donc, si ça vous va, on se reprogrammera ça. On reste en contact et puis on se fera un prochain Discutons écologie sur les deuxièmes types de déchets, les déchets liquides et le traitement des eaux usées. Est-ce qu'il y a des questions qui sont tombées entre-temps ? Non, je ne crois pas. On est chaud pour un épisode 2. En tout cas, Antoine a l'air très motivé. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, si tout a été clair, on va arrêter le live Twitch pour l'heure. On se retrouvera de toute façon le mois prochain pour un nouvel épisode. Je crois que le mois prochain, c'est Gaia Connect, un système de mentorat dans les projets à impact qui passera nous voir. Mais en attendant, je vous propose de couper le live et puis qu'on se retrouve en off sur Discord, comme à notre habitude, pour finir gentiment la soirée. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt. Merci, à la prochaine. Bonsoir à tous.